Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, vous allez pouvoir constater qu'en fait, les présentations d'avant étaient une parfaite introduction à ma présentation personnelle. Donc, on va parler de l'attention des chevaux qui présente différentes formes. Alors, quand on parle d'attention, de quoi parle-t-on? On parle de, comme chez l'humain, de sélection de l'information dans un flux d'informations. C'est extraire l'information pertinente, c'est se focaliser sur un stimulus plutôt que la foule de stimuli qui nous entourent. Et cette attention, c'est ce qui va moduler la perception. Ce n'est pas la même chose de voir et observer, par exemple. Et c'est évidemment essentiel pour la survie, donc présent chez toutes les espèces. Chez le cheval domestique, on est tous conscients que cette attention du cheval est quelque chose d'extrêmement important pour nous, puisqu'elle va moduler les capacités d'apprentissage et de mémoire, elle va permettre la concentration, l'obéissance, les performances probablement. Et évidemment, c'est aussi une question de sécurité, puisque un des facteurs majeurs des accidents dans les interactions humain-cheval, c'est la distractibilité, et du cheval et de l'humain d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait en gros des facteurs qui influencent en tout cas les capacités cognitives? On sait qu'il y en a plein. Sur les aspects d'apprentissage et de mémoire, par exemple, les conditions de vie, les races, l'état de bien-être. On en sait un peu moins sur ce qui module l'état attentionnel, même si on a déjà quelques informations en contexte habituel. Et je vais revenir sur ces fameux chevaux de posture retraite ou figés que nous on appelle dépression, tout simplement parce que on a continué de travailler sur ces postures, et au-delà de l'aspect figé de ces animaux, c'est-à-dire qui sont dans cette attitude yeux ouverts avec une fixité totale de la tête et des oreilles, ça a été décrit plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus. On a aussi le fait qu'ils sont beaucoup moins réactifs que d'autres à toutes les stimulations. Quand on parle d'attention, ce n'est pas que l'attention visuelle, ils sont moins attentifs à l'environnement visuellement, mais ils sont aussi moins réactifs à des stimuli tactiles et moins réactifs à des stimuli auditifs. Au-delà de cet aspect dépressif, puisqu'on a pu montrer aussi que comme chez l'humain, il y a une adénonie qui est associée. Et ce qui est intéressant, et pour rebondir sur un des exposés précédents, c'est qu'ils ont un taux anormal de cortisol, anormalement bas, et que le cortisol, c'est aussi ce qui permet de réagir. On a tendance à le voir négativement, mais c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour réagir dans des situations d'urgence, comme par exemple les courses. Au-delà de ça, on a aussi pu montrer que cette orientation vers le mur, c'est une sorte de retrait sensoriel, est associée à des problèmes physiologiques, et en particulier l'anémie. Et on a pu montrer aussi que des chevaux qui ont une bonne santé dorsale vont être plus attentifs à l'environnement. C'est un peu ce qu'a décrit aussi Alice, ce côté observation calme de l'environnement. On sait aussi qu'il y a une modulation de l'attention du cheval par l'attention humaine. Si vous ne prêtez pas attention à votre cheval, et en particulier visuellement, le cheval n'a aucune raison de vous prêter attention non plus, ça a été démontré. On a montré aussi que l'obéissance du cheval était modulée par cet état attentionnel humain. Donc on a des facteurs à la fois intrinsèques, extrinsèques, qui vont jouer un rôle sur cette modulation de l'attention en milieu, on va dire, spontané, en conditions spontanées. Alors je fais un petit historique. En fait, un des défis a été ensuite, et ça c'était la thèse de Céline Rochet, que certains d'entre vous plus anciens ont dû entendre, a été de tester les variations attentionnelles individuelles de façon à un peu quantifier ces différences et essayer de trouver les déterminants de ces différences individuelles dont nous avons tous conscience. Donc elle a développé un test qu'on a appelé le test d'attention visuelle. Alors, on a aussi un test de distractibilité que je ne vais pas décrire ici, qui est un test standardisé où en fait la personne dans le box avec le cheval, libre de ses mouvements, va faire un mouvement avec un laser pour attirer l'attention du cheval sur un mur ou la porte du box, suivant l'architecture des box. Et on va mesurer un certain nombre de paramètres, comme par exemple la latence de réaction, la durée totale, la durée des séquences, et quelque chose sur lequel je vais revenir, qui est l'indice de fragmentation, le nombre de séquences sur la durée totale, c'est-à-dire le nombre de ce qu'on appellerait chiffre d'attention chez l'humain. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont assez vite intéressés, que les regards sont courts et fréquents en général, qu'il y a des différences aussi sur les structures d'attention, et on a aussi trouvé qu'il y avait alors par contre je suis un peu perturbée par ça, deux types d'attention qui se présentaient dans ces tests. C'est l'attention qu'on a appelée globale,
Alors, j'arrive pas à démarrer le... Je pense qu'il faut que j'arrête le signer, non? La vidéo. Marion. Elle ne démarre pas mes vidéos, elle démarrait. Cliquez ici pour enlever le... Je vais l'enlever et... Ouais. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va appeler l'attention globale, c'est que l'animal est intéressé, mais il peut avoir des mouvements d'oreille, voilà, regarder, être mobile. Alors, non, je ne vais pas le remettre. Oh, je sors de là. Et hop. Et je suis obligée de revenir en arrière. Ou une attention plus fixe, où l'animal est juste comme fasciné par le stimulus et il reste figé dessus. Voilà. Donc je reviendrai sur ces différents types d'attention. Ce qu'elle avait trouvé en utilisant ce test, donc elle avait fait une première étude où elle avait testé les variations individuelles. Vous voyez là, c'est 12 juments de même race sur le même site qui ont été testés. Vous voyez que par exemple, la jument numéro 9 a été attentive à ce stimulus beaucoup plus longtemps que la jument 3 par exemple. Donc des différences individuelles claires. Elle a refait le test à 6 mois d'intervalle et il y avait une corrélation entre les deux, ce qui veut dire qu'il y a une certaine forme de stabilité des différences individuelles, au moins sur certaines caractéristiques attentionnelles. Après, les déterminants de ces différences attentionnelles étaient quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je vais passer assez vite parce que c'est un résultat qui a été présenté il y a 2 ans déjà au JSIE sous forme de poster. Elle a travaillé aussi sur une 60aine de chevaux avec des âges, sexes, races, conditions de vie et types de travail différents, variés. Et en fait, on a ensuite utilisé un modèle statistique qui a permis de mettre en exergue le poids relatif des différents facteurs. Et ce qui est intéressant et qui nous a surpris nous-mêmes, c'est que le seul facteur qui est sorti réellement fortement, c'est le type de travail. Alors ça, c'est par exemple sur la figure. Ah oui, du coup, vous ne voyez plus mon pointeur. Je vais le remettre. Voilà. Vous avez une représentation ici avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas familier, c'est une analyse en composantes principales. Le principe simplement, c'est que vous avez une représentation dans l'espace avec des axes, le nombre de séquences d'attention qui s'opposent à la latence d'attention, la fragmentation de l'attention qui s'oppose à la durée d'attention. On rentre les performances des chevaux, en tout cas les mesures liées aux chevaux dans cette analyse, qui nous sort, l'analyse évidemment ne connaît pas les facteurs en jeu, qui nous sort la proximité entre animaux sur chacun de ces axes. Globalement, ce qui est intéressant et ce qui est ressorti, c'est qu'on a une caractéristique essentielle, c'est la fragmentation de l'attention qui est beaucoup plus présente à la fois chez les chevaux de CCE, les chevaux de CSO et les chevaux de loisirs, de balade. Un nombre de séquences plus important chez des chevaux non montés et chez des chevaux d'instruction, une durée d'attention beaucoup plus longue. Donc vous voyez une opposition assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce petit paquet-là qui rejoint le CCE, le CSO et les chevaux de balade, on a des chevaux qui vivent dehors en groupe et des chevaux qui vivent en boxe. Donc, on a quand même été un peu intrigué par ces résultats, puisque on s'attendait à des effets des conditions de vie, puisqu'on sait que l'état de bien-être joue un rôle, les conditions de vie aussi, sur le bien-être. Et trouver que le seul facteur d'influence, c'est le travail, nous a quand même interpellés. Donc, on s'est posé la question de l'influence de la présence humaine pendant ce test, puisqu'il y a eu quand même aussi des études précédentes qui ont montré que les tests en présence humaine étaient plutôt des meilleurs prédicteurs du comportement au travail que des tests sans présence humaine. Donc, on a refait cette fois-ci la manip, mais en comparant les résultats sur les mêmes chevaux. Il y a une présence humaine, donc on fait le test comme on l'a fait précédemment, mais cette fois-ci, on a aussi une autre condition qui est qu'ils ont un écran LCD à leur porte de box sur lequel on diffuse, donc c'est exactement le même stimulus, on a contrôlé la luminance, etc., la couleur, le mouvement, on a exactement le même stimulus, mais cette fois-ci sur un écran et il n'y a personne dans le box. Là, on a fait ça sur des chevaux d'instruction pour limiter justement l'influence du type de travail. Et tous étaient dans le même établissement, vivant dans les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Finalement, assez peu de différences entre les tests, mais quand même quelques-unes. On a un seul paramètre parmi tous ceux qu'on a mesurés qui était corrélé entre les deux situations, c'est la durée moyenne des séquences.
qui semble plus constante au niveau individuel. Ce qu'on a trouvé surtout, c'est alors je vais remettre c'est qu'en fait, on avait une variabilité. Vous voyez, ça c'est un box plot, donc en fait, plus il est grand, plus il y a de variabilité individuelle. Une plus grande variabilité, vous voyez que c'est très homogène dans le test où il n'y a pas d'humains. C'est beaucoup plus variable dans un test où il y a des humains. Donc c'est comme si, en fait, il y avait une plus grande concentration dans la situation où ils sont... ah ben non, mais j'ai inversé. Désolée, c'est avec l'humain que c'est le plus... c'est le plus standardisé. Donc en fait, c'est le contraire. C'est les humains qui provoquent le plus de concentration des animaux. On a une petite erreur là dans la diapo. Je voulais retirer ça. Pointeur. Ce qu'on a aussi trouvé, c'est qu'il y avait davantage d'attention fixe. Vous vous souvenez, cette attention où l'animal est figé sur le stimulus, et que cette attention fixe était corrélée avec le temps passé dans l'établissement. Alors, je n'ai pas d'explication particulière là-dessus, mais en présence humaine. Petit exemple ici, à nouveau, ça vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais c'est pour vous remettre ça en tête, un animal qui est fixé sur la diffusion du stimulus. Voilà. Et un exemple d'attention plus... Alors, je crois que vous voyez mieux que moi, c'est un peu sombre. Vous voyez que là, on a une attention plus mobile, plus fragmentée, plus une répartition des mouvements, quelque chose de plus mobile globalement. C'est ce qu'on a trouvé de façon majoritaire, c'est ce côté plus mobile en l'absence d'un humain. Globalement aussi, ce qui nous intéressait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de regarder s'il y avait un lien avec les indicateurs de bien-être. Donc en fait, vous en avez entendu abondamment parler, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc tout ça, on l'a déjà considéré. On a aussi un score composite qu'on a mené sur le rang de l'animal en fonction des différents paramètres. Et plus ce score est élevé, plus l'animal est en état de stress chronique. Et ce qui est remarquable, c'est que dans le test fait avec un humain, on n'a strictement aucune corrélation entre l'état de bien-être et les caractéristiques attentionnelles. Donc on est à nouveau sur quelque chose où il y a une sorte en fait, il n'y a pas de lien entre les deux, alors que quand on fait le test avec l'écran, donc sans présence humaine, on s'aperçoit qu'on a des liens très clairs entre l'état de bien-être et les caractéristiques attentionnelles dans le test. Et par exemple, on a trouvé que plus les chevaux émettaient de comportements stéréotypiques dans les observations qui étaient réalisées en dehors du test, plus ils restaient fixés sur ce stimulus avec très peu de mobilité finalement de cette attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que globalement, alors je suis désolée, il y avait un petit bug sur la diapo, mais les caractéristiques attentionnelles étaient beaucoup plus homogènes en présence d'un humain. On a vu dans des études antérieures que c'est aussi le reflet du type de travail réalisé avec l'humain. Donc la question, c'est un peu, est-ce que finalement, quand ils sont en présence d'un humain et d'un stimulus, c'est pas une condition quelque part qui leur rappelle le travail? Hors présence humaine, on a une attention plus fragmentée. Et plus cette attention est fragmentée, plus les indicateurs de bien-être sont bons. Et aussi, je voulais faire le parallèle avec le fait que dans l'étude antérieure de Céline, on avait trouvé que les chevaux, en particulier de complet, qui présentaient plus de séquences d'attention pendant ce test, étaient aussi les meilleurs performeurs. Donc, c'est peut-être aussi un lien de plus entre performance et bien-être. Cette capacité d'avoir une attention divisée, alors qui est particulièrement exacerbée dans les besoins de la compétition en complet, évidemment, puisqu'on est dans un environnement naturel avec des obstacles à gérer, mais aussi prendre en compte le reste de l'environnement, et que c'est quelque chose qui pourrait être à la fois important comme reflet du bien-être et également comme indicateur de performance. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que, et c'est juste une confirmation, on l'a vu tout à l'heure dans les exposés précédents, et c'est quelque chose aussi qu'on avait montré il y a longtemps,
L'attention calme et mobile, ce qu'on appelle en termes éthologiques le comportement d'observation de l'environnement, spontané, reflète un meilleur état de bien-être. On le savait déjà un peu, mais là on a une confirmation expérimentale quand même. Une confirmation aussi, mais ça aussi on le savait, ça ne fait que confirmer, c'est l'attention et la présence proche d'un humain module l'état attentionnel. Mais là en plus on a quand même la question du lien entre présence humaine et travail. Est-ce qu'ils sont capables de déconnecter quelque part en dehors de la situation de travail, l'humain du travail? C'est une vraie question, je trouve. Et juste pour rappeler l'importance de cet état de bien-être sur l'attention, vous vous souvenez peut-être de la présentation de Mathilde Stomp il y a maintenant un petit moment sur les analyses électroencéphalographiques qu'on avait fait, où les ondes principales sur les animaux en état de bien-être, c'est les ondes θ. Et les ondes θ, c'est le reflet d'un état d'attention calme. Voilà, je vous remercie de votre attention.